Pourquoi as-tu eu peur de ton propre père? Mon père est sorti de prison après 10 ans, condamné à tort pour un crime qu'il n'avait pas commis. Ma petite sœur Elena, qui avait 10 ans, l'a appelé monsieur parce qu'elle ne se souvenait pas de lui, et ça l'a bouleversé. Par la suite, il s'est mis à la faire dormir dans un lit de bébé et à lui faire porter des vêtements d'enfant pour, disait-il, rattraper le temps perdu. Mais l'horreur a vraiment commencé quand il l'a enlevé, laissant juste un mot sur la table de la cuisine. J'avais 16 ans quand mon père est enfin rentré à la maison, piégé pour un meurtre au second degré. Je ne l'avais pas revu depuis l'enfance, et Elena, elle, ne le reconnaissait pas du tout. Ma mère, en revanche, rayonnait de bonheur. « Mon amour !» s'est-elle écriée dès qu'il a passé la porte. Moi, je me suis contenté de lui faire un signe de la main, et Elena a murmuré « Bonjour, monsieur », dans un souffle si fragile que j'en ai eu le cœur serré. « Tu m'appelais papa avant », a-t-il répondu en retenant ses larmes. Il ne m'a même pas regardé. Le lendemain matin, je l'ai trouvé assis à la table de la cuisine, les yeux rivés sur la photo d'Elena à la remise de diplôme de son école primaire. Il avait les épaules secouées de sanglots, et, quand il a levé les yeux vers moi, ils étaient rouges d'émotion. « Un jour de trop », répétait-il sans arrêt. « Ils m'ont relâché un jour trop tard à cause de la paperasse. J'ai raté ça. » Ma mère tentait de le consoler, mais il ne cessait de répéter qu'il avait promis d'être là. Au fil des semaines, il semblait reprendre ses marques, du moins autant qu'on peut espérer le faire après 10 ans derrière les barreaux. Haha. Il s'était mis en tête de rattraper le temps perdu. Il s'est porté volontaire pour toutes les sorties scolaires et s'est inscrit comme parent d'élève dans la classe de CM2 d'Elena. Tous les jours, il venait la chercher à l'école avec un nouveau jouet ou une petite douceur. Ma mère trouvait touchant de le voir s'impliquer autant. De mon côté, j'étais un peu jaloux qu'Elena ait droit au père que je n'avais jamais eu, mais je me disais qu'au moins l'un de nous en profitait. C'était déjà ça. Mais rapidement, j'ai senti que quelque chose clochait. Il a quitté son travail à l'entrepôt sous prétexte que les horaires ne collaient pas avec ceux d'Elena. Quand elle a voulu aller à l'anniversaire de sa meilleure amie, il a prétexté qu'il fallait passer du temps en famille. En octobre, il s'installait devant sa classe pendant les contrôles. L'institutrice, Mademoiselle O'Brien, m'a même pris à part un jour pour me demander si tout allait bien à la maison. Apparemment, papa venait la chercher à la pause déjeuner pour qu'elle mange avec lui dans la voiture. Les autres enfants se moquaient d'elle à cause de ça. Elena m'a supplié de ne rien dire, alors j'ai laissé couler. Mais après Thanksgiving, la situation a empiré. Il a jeté tous les vêtements d'Elena pour les remplacer par des habits de petite fille, des t-shirts licorne à paillettes, des chaussures à scratch, alors qu'elle savait faire ses lacets depuis belle lurette. Quand Elena s'est plainte, il lui a répondu que le reste était trop adulte pour son bébé. Il lui imposait des couettes tous les jours, comme sur ses vieilles photos de classe. Elena, c'est la personne que j'aime le plus au monde. Alors dès qu'elle s'est endormie, je suis allé confronter mon père. Frank, c'est son prénom. Qu'est-ce que tu fais? Il m'a coupé la parole. C'est ce que font les pères. Je dois rattraper le temps perdu. J'avais envie de protester, mais il s'est mis à pleurer. Ma propre fille m'a appelé monsieur. Il ne me reste que 2 ans avant la fin du collège. C'est tout ce que j'ai. S'il te plaît, ne me prive pas de ça aussi. Sa voix était douce, mais j'aurais dû comprendre qu'elle cachait quelque chose de dangereux. Je me suis contenté d'acquiescer, lui accordant ma confiance. Grosse erreur. Le lendemain, alors que je préparais le déjeuner d'Elena pour l'école, j'ai entendu une berceuse étrange venant de sa chambre. Je suis monté et mon sang s'est glacé. Elena était recroquevillée dans un lit de bébé que papa avait acheté, les jambes qui dépassaient. Elle suçait un gobelet pour tout petit pendant qu'il lui lisait « Bonne nuit, lune » d'une voix de bébé. C'en était glaçant. J'avais les mains qui tremblaient quand je l'ai entraînée dans le couloir. Mais enfin, qu'est-ce que tu lui fais? Il a juste souri comme si tout était normal. C'est comme ça qu'elle doit dormir, comme quand elle était petite. Voir ma sœur de 10 ans forcée à dormir dans un lit pour tout petit m'a retourné l'estomac. Mais je savais que si c'était lui contre moi, je n'avais aucune chance. J'ai donc cherché du renfort. Quelques jours plus tard, on a organisé une intervention familiale chez ma grand-mère, menée par mon oncle Carlos. Toute la famille était là. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi dur, mais honnêtement, ça m'a soulagé. Oncle Carlos, ancien flic, a été le plus ferme, lui disant qu'il préviendrait son agent de probation si ce cirque continuait. Ma tante Maria hurlait qu'il était en train de détruire Elena. Papa a craqué, s'est effondré à genoux, serrant les photos de bébé d'Elena qu'il avait ramenées. Vous ne comprenez pas, j'ai déjà perdu 9 ans. 9 ans d'histoires avant de dormir, d'anniversaires, d'apprentissages à vélo. J'ai à peine eu le temps de réagir qu'il s'est précipité sur Elena pour lui arracher ses vêtements d'ado. Ce n'est pas pour les bébés. Elle criait, le frappait, pendant qu'il essayait de lui enfiler un t-shirt Dora. Carlos et 2 autres oncles ont réussi à tirer papa loin d'Elena, qui s'est enfui en larmes dans mes bras. Mamie a appelé les secours, mais papa a attrapé ses clés et s'est enfui avant leur arrivée. Les policiers ont expliqué qu'ils ne pouvaient rien faire. Ce n'était techniquement qu'une dispute familiale. Ma mère, elle, refusait de voir la réalité. Pour elle, il était juste perdu. Il lui fallait du temps pour s'adapter. Elle n'a pas voulu changer les serrures, ni demander une ordonnance restrictive. Elena, elle, s'est mise à dormir dans ma chambre, la chaise calée contre la porte. Pendant 3 jours, tout est resté calme. Papa ne donnait plus signe de vie, pas d'appel, rien. Maman disait qu'il devait se reposer à l'hôtel. J'avais du mal à la croire. Quelque chose clochait, vraiment. Puis, le jeudi, je suis rentré dans une maison vide. Les peluches d'Elena étaient alignées comme sur le départ pour une aventure. Les images de la sonnette montraient papa portant Elena jusqu'à son fourgon, elle complètement amorphe. Sur la table de la cuisine, un mot tremblait de sa main. Rattraper le temps perdu. Je n'arrêtais pas de le relire, les mains tremblantes. Rattraper le temps perdu. Les mots se mélangeaient dans mes larmes. J'ai attrapé mon téléphone, appelé les secours, puis maman, puis oncle Carlos.
L'opératrice m'a écouté avec un calme impressionnant pendant que je tournais en rond dans la cuisine, la voix cassée, à lui décrire le sac à dos rose d'Elena et les vêtements qu'elle portait. Maman est arrivée une vingtaine de minutes plus tard, le visage livide, répétant sans cesse qu'il devait y avoir une explication, que Frank ne ferait jamais de mal à Elena. Je lui ai montré encore une fois les images de la caméra, le corps d'Elena complètement inerte dans ses bras. Maman a porté les mains à sa bouche. Oncle Carlos a débarqué avec 2 autres oncles, et sans perdre une seconde, il a pris les choses en main, appelant ses anciens collègues de la police pendant que mes tantes arrivaient. En moins d'1 heure, le salon était plein de membres de la famille, prêts à s'organiser pour fouiller les environs. La police a déclenché une alerte enlèvement, mais nous a prévenu que les affaires d'enlèvement parental étaient toujours compliquées. Maman et papa étant encore mariés, sans décision de justice concernant la garde, Frank avait des droits parentaux. Il ferait ce qu'il pourrait, mais il fallait se préparer à ce que l'aide officielle soit limitée. Impossible de rester là sans agir. J'ai attrapé l'annuaire de l'école d'Elena et commencé à appeler, une par une, toutes les familles de ses camarades. Peut-être que quelqu'un avait remarqué quelque chose. Au 8e appel, une maman m'a dit avoir vu la camionnette de Frank à la station-service sur la Nationale 42 cet après-midi-là. Il avait acheté des snacks et des livres de coloriage. J'ai tout de suite transmis l'info à oncle Carlos et commencé à imaginer les itinéraires possibles. Frank n'ayant pas beaucoup d'argent, il ne pouvait pas être allé bien loin. On s'est organisé en groupe pour vérifier les motels, les campings, tous les endroits où il aurait pu se planquer avec une enfant. Je suis parti avec oncle Carlos, et on a fait tous les motels le long de la Nationale 42. À chaque arrêt, je montrais la photo d'Elena et décrivais Frank. La plupart des réceptionnistes secouèrent la tête, mais le gérant d'un hôtel miteux, le Sleepy Bear Inn, a ouvert de grands yeux. Il les avait vus arriver le matin même, chambre 12. Mon cœur battait à tout rompre pendant qu'oncle Carlos appelait le reste de la famille. Il n'était pas question d'attendre la police. En 15 minutes, 6 voitures étaient déjà sur le parking. Oncle Carlos a frappé à la porte de la chambre 12. Pas de réponse. Le gérant a ouvert. La chambre était vide, mais sur le lit, il y avait le sac à dos rose d'Elena, son lapin en peluche sur l'oreiller, des coloriages tout neufs sur la petite table, des couches et des petits pots alignés sur la commode. J'avais la nausée. Sur la table de nuit, un ticket de caisse indiquait un achat dans un Walmart voisin à peine 2 heures plus tôt. On a foncé là-bas, se dispersant dans le magasin. Je les ai repérés au rayon jouets. Elena, recroquevillée dans un chariot pour enfants, manifestement mal à l'aise pendant que Frank lui montrait des jouets pour bébé avec cette voix sinistre. C'est Elena qui m'a vu la première. Ses yeux se sont écarquillés, entre soulagement et peur. Je lui ai fait signe de rester calme tout en envoyant un message à oncle Carlos pour lui dire où on était, mais Frank a dû sentir le coup venir et s'est brusquement retourné. Son visage est passé de la surprise à la colère, puis à une expression complètement perdue et sauvage. Il a serré la poignée du chariot comme si sa vie en dépendait. Je me suis approché doucement, la voix posée. Je lui ai dit qu'on voulait juste qu'Elena soit en sécurité, qu'on pouvait trouver une solution. Frank regardait partout autour de lui, comme un animal acculé, et il a commencé à pousser le chariot vers la sortie arrière. Je l'ai suivi, essayant de le raisonner. Les autres clients nous dévisageaient, interloqués par la scène. Un adulte poussant une enfant trop grande dans un chariot, suivi d'une ado en panique. Oncle Carlos a surgi au bout du rayon avec les autres oncles. Frank était pris au piège. Il a regardé Elena, puis nous, et soudain son visage s'est défait. Il s'est effondré à genoux près du chariot, éclatant en sanglots sur le temps perdu et ses promesses non tenues. Elena est descendue du chariot et s'est précipitée vers moi. Je l'ai serré contre moi, pendant qu'oncle Carlos et les autres empêchaient de Frank de bouger jusqu'à l'arrivée de la sécurité. La police n'a pas tardé. Cette fois, ils n'avaient plus le choix. En emmenant Elena sans autorisation, Frank violait sa liberté conditionnelle. À la maison, maman a craqué pour de bon. Voir Frank menotter, la peur dans les yeux d'Elena, ça a brisé son déni. Elle a accepté de lancer la procédure de divorce et de demander une ordonnance d'éloignement. Les serrures ont été changées le soir même. Elena a dormi dans ma chambre toute la semaine suivante. On a collé mon lit contre le mur et construit une cabane en couverture où elle se sentait en sécurité. Les nuits, elle se réveillait en pleurant, persuadée qu'on allait l'obliger à remettre des habits de bébé. Je la prenais dans mes bras et je lui répétais qu'elle était en sécurité, qu'elle était grande et que plus personne ne lui ferait revivre ça. Le divorce a été prononcé rapidement. Je me demande toujours ce qui se passe vraiment dans la tête de Frank quand il répète qu'il veut rattraper le temps perdu. Il y a autre chose derrière, quelque chose de plus profond que la simple nostalgie de l'enfance d'Elena. Cette façon d'ignorer complètement son aîné tout en se focalisant sur elle, c'est étrange. Après l'enlèvement, sa liberté conditionnelle a été révoquée. Il est reparti en prison pour finir sa peine, avec en plus de nouvelles accusations. Maman a eu du mal à ne pas culpabiliser, mais la famille s'est soudée autour de nous. Oncle Carlos passait tous les jours, mamie apportait des plats, mes tantes se relayaient pour dormir à la maison. Peu à peu, Elena retrouvait sa joie de vivre. Elle a brûlé les vêtements de bébé achetés par Frank lors d'une petite cérémonie dans le jardin, le regard grave fixé sur la fumée. Elle a fini par redormir dans sa chambre, même si elle gardait une photo de nous deux sur sa table de nuit. 3 mois plus tard, au concert de printemps, Elena a chanté un solo. Sa voix était claire, puissante, loin du murmure tremblant qu'elle avait retrouvé après le retour de Frank. Maman et moi étions au premier rang, et quand Elena a croisé nos regards, elle nous a souri, un vrai sourire. Celui qui m'a fait comprendre que ma petite sœur allait s'en sortir. Je pensais que c'était la fin de cette histoire. Frank était retourné en prison, Elena allait mieux, et notre famille pouvait enfin tourner la page. Mais j'avais sous-estimé la ténacité de son obsession. Tout a commencé par des messages étranges sur le portable de maman, envoyés d'un numéro inconnu, toujours pendant que Elena était à l'école. À chaque fois qu'elle les lisait, elle devenait livide et s'empressait de les effacer,
comme si de rien n'était. Quand j'ai essayé de lui en parler, elle a aussitôt éludé, changeant de conversation. Peu après, la maîtresse d'Elena nous a appelés. Une personne avait réclamé le dossier scolaire d'Elena, prétextant une évaluation pour la garde. La secrétaire a failli le transmettre avant de se raviser en s'apercevant qu'aucune décision de justice n'existait. La description correspondait au compagnon de cellule de Frank, relâché 2 semaines plus tôt. Oncle Carlos nous a aidés à porter plainte, mais la police, faute de menaces concrètes, ne pouvait pas faire grand-chose. Les patrouilles ont été renforcées près de la maison et de l'école, et nous avons installé de nouvelles caméras, changé nos habitudes, multiplié les chemins pour accompagner Elena à l'école. Peu à peu, maman s'est mise à agir de façon étrange. Elle partait soi-disant faire des courses et revenait les bras vides, parfois des heures plus tard. Son téléphone sonnait à des moments improbables, et elle répondait depuis sa voiture. Au moindre soupçon, elle se fermait et m'accusait de lui manquer de confiance. Un après-midi, rentré plus tôt du lycée parce que j'avais mal à la tête, j'ai trouvé la voiture de maman garée devant la maison, mais aucun bruit à l'intérieur. Finalement, je l'ai découverte dans le garage. Elle rangeait les vieux vêtements de bébé d'Elena dans des cartons. En me voyant, elle a sursauté, a vite refermé un carton et a prétexté un grand ménage de printemps. Cette nuit-là, profitant de son sommeil, j'ai fouillé son téléphone. Les messages effacés étaient encore dans la corbeille. Frank écrivait depuis sa prison, utilisant les droits téléphoniques d'autres détenus. Il avait réussi à la convaincre qu'il suivait une thérapie, qu'il avait compris ses erreurs et voulait simplement voir des photos d'Elena pour aller mieux. J'ai découvert que maman était allée lui rendre visite, lui avait apporté des photos d'Elena à l'école, à un concert, même endormie dans son lit. Mes mains tremblaient en lisant leurs échanges. Frank la manipulait, jouait sur sa culpabilité et leur passé commun. Le lendemain matin, après le départ d'Elena, j'ai confronté maman. Elle s'est effondrée et m'a tout raconté. Frank lui avait juré qu'il avait changé, que la thérapie portait ses fruits et qu'il voulait juste s'assurer du bonheur d'Elena. Maman pensait qu'en partageant des photos, elle l'aiderait à tourner la page, mais c'était tout le contraire. Frank ne lâchait rien, il préparait quelque chose. Grâce aux visites de maman, il avait appris nos nouvelles habitudes, l'emploi du temps d'Elena, la chambre où elle dormait désormais. Il connaissait l'existence des caméras, nos itinéraires alternatifs. Tout cela, il l'avait obtenu parce que maman avait eu pitié de lui. Quand j'ai tout raconté à oncle Carlos, il est entré dans une colère noire et a décidé de mettre maman à l'abri chez mamie pour couper court à l'influence de Frank. Nous avons tout changé à nouveau, mais j'avais la sensation désagréable que malgré nos efforts, Frank tirait les ficelles. Les appels à maman ont cessé, mais d'autres ennuis ont commencé. La prof préférée d'Elena a soudain demandé sa mutation. Les parents de sa meilleure amie l'ont retirée de l'école. D'autres parents interdisaient à leurs enfants de jouer avec Elena, et des rumeurs commençaient à circuler sur notre famille. J'ai fini par apprendre que Frank avait des alliés dehors qui passaient des coups de fil anonymes aux parents d'élèves, prétendant qu'Elena était instable, que nous étions une famille à problème, que les services sociaux enquêtaient sur nous. Les mensonges étaient savamment distillés, juste assez pour isoler Elena sans tomber dans l'illégalité. Elena rentrait chaque jour en larmes, les autres chuchotaient sur son passage à la cantine, les invitations aux anniversaires cessaient. Elle nous suppliait de changer d'école, mais ni le privé ni le secteur ne nous ouvrirent leurs portes sans raison valable. Lorsque maman est revenue, déterminée à rétablir la vérité, elle a appelé tous les parents pour expliquer la situation, mais le mal était déjà fait. Quelques-uns l'ont cru, la plupart sont restés méfiants. Elena s'est refermée sur elle-même, passant des heures dans sa chambre à serrer ses peluches contre elle. C'est alors que l'avocat de Frank nous a contactés. Depuis la prison, il lançait une procédure pour la garde, prétendant que maman était une mère indigne qui lui interdisait de voir son enfant. Il avait récolté des témoignages de détenus décrivant Frank comme un homme changé, prêt à tout pour renouer avec sa fille. Cette démarche lui permettait de réclamer des droits de visite surveillés. Grâce à un prêt d'oncle Carlos, maman a pu engager un avocat. Mais Frank bénéficiait de l'aide juridictionnelle et avait tout loisir de préparer son dossier. Chaque photo qu'il recevait de maman devenait une pièce à conviction pour prouver son implication auprès d'Elena. Au beau milieu de ce chaos, j'ai remarqué une femme d'une trentaine d'années qui stationnait régulièrement en face de la maison, feignant de lire mais ne perdant rien de nos allées et venues. Le jour où j'ai voulu lui parler, elle a démarré en trombe. Oncle Carlos a fait vérifier la plaque par un ancien collègue. C'était une assistante sociale radiée pour faux témoignages, que Frank avait contacté grâce à un programme de correspondance en prison, en lui promettant de l'aider à retrouver son poste si elle l'aidait. Nous l'avons signalé à la police, mais elle restait dans la légalité. Rester assise dans la rue n'a rien d'illégal. Surveiller quelqu'un sans contact direct ne relève pas du harcèlement. Elle savait exactement jusqu'où ne pas aller. La tension devenait insupportable. Maman ne dormait presque plus, sursautant à chaque bruit. Elena faisait des cauchemars où Frank venait la chercher. De mon côté, j'ai commencé à sécher les cours pour accompagner Elena à l'école et m'assurer que personne ne l'approchait. L'audience concernant la garde était fixée au mois suivant. Son avocat enchaînait les requêtes, chacune exigeant une réponse qui nous ruinait peu à peu. Maman a vendu ses bijoux et pris des heures supplémentaires pour régler les honoraires. Pendant ce temps, le harcèlement montait d'un cran. Des fleurs fanées déposées devant la porte, les pneus du vélo d'Elena retrouvés crevés alors qu'il était dans le garage fermé à clé. Quelqu'un était entré chez nous. La police n'a relevé aucune effraction. Rien n'avait disparu, alors elle a vite conclu qu'il n'y avait rien à faire. J'ai changé toutes les serrures, ajouté des caméras, mais ça n'a rien arrêté. La personne qui agissait pour le compte de Frank connaissait parfaitement notre quotidien, nos petites failles. Elle prenait soin de ne jamais franchir la ligne rouge, mais rendait notre vie impossible.
Les résultats scolaires d'Elena se sont effondrés. Elle ne chantait plus. Son sourire avait disparu. La petite fille pleine d'assurance qui chantait en solo s'effaçait peu à peu, laissant place à une enfant nerveuse, sursautant au moindre bruit. Frank arrivait à la détruire sans même sortir de prison. Maman a découvert qu'il entretenait toute une correspondance avec des gens dehors. À force d'échanges avec des associations de soutien aux familles de détenus et un réseau de correspondants, il s'était constitué un groupe de personnes convaincues par son baratin de père injustement privé de sa fille. Ces personnes, persuadées d'aider à réunir une famille, lui apportaient tout leur soutien, parfois même de l'argent pour ses frais d'avocat, ou écrivaient au juge pour appuyer sa demande de garde. Quelques-uns proposaient même d'accueillir des visites surveillées. On a bien essayé de leur expliquer la réalité, mais Frank avait ficelé son histoire à la perfection. Il avouait ses torts, mais les travestissait en gestes d'amour maladroits, partageant suffisamment de vérité pour se rendre attachant, tout en nous faisant passer pour des monstres rancuniers. L'assistante sociale qui surveillait notre maison a redoublé d'efforts. Elle s'est mise à aborder les parents des amis d'Elena sous prétexte d'une enquête informelle, éveillant des soupçons sur notre famille. Quand la direction de l'école l'a questionnée, elle s'est défendue en disant qu'elle était simplement une citoyenne inquiète pour le bien-être d'un enfant. Sans statut officiel, elle devenait paradoxalement impossible à arrêter. Elle n'usurpait pas le titre d'assistante sociale, elle posait juste des questions. Elena suppliait qu'on la déscolarise, mais maman ne pouvait pas se permettre d'arrêter de travailler. J'ai proposé de laisser tomber mes études pour m'occuper d'elle, mais maman a refusé que je sacrifie mon avenir. On était prises au piège avec des choix impossibles. L'avocat de Frank a déposé une demande en urgence, prétendant qu'Elena souffrait psychologiquement de ne pas voir son père. Ils ont présenté la baisse de ses notes et son isolement comme des preuves, retournant contre nous les conséquences des agissements de Frank. Le juge a alors ordonné une expertise psychologique pour Elena. Le psychologue désigné était compétent, mais complètement débordé. Lors de leur bref entretien, Elena était trop terrorisée pour parler franchement de sa peur de Frank, alors le rapport signalait bien une anxiété liée à son père, mais sans preuve concrète de maltraitance. Ce flou servait parfaitement Frank. Son avocat plaidait que l'angoisse d'Elena venait d'une manipulation de notre part, qu'on la montait contre lui, ce père soi-disant aimant. Il réclamait la mise en place immédiate de visites surveillées pour réparer la relation. L'avocat de maman s'est battu, dossier à l'appui, pour prouver la personnalité obsessionnelle et manipulatrice de Frank. Mais Frank, lui, présentait le profil du détenu exemplaire, suivi à la lettre les thérapies et les ateliers de parentalité. Comment pouvait-il tisser une telle toile d'aide depuis sa cellule? Le fait qu'il ait embobiné autant de correspondants et d'associations montrait à quel point il inspirait la confiance. C'en était glaçant. Sur le papier, il donnait l'image d'un homme réhabilité. Le juge a finalement imposé une période d'essai avec des appels téléphoniques surveillés. Elena devait parler à Frank 2 fois 15 minutes par semaine sous l'œil d'un représentant du tribunal. Maman a tenté de faire appel. Rien n'y a fait. Le premier appel a tourné au cauchemar. Frank a passé son temps à pleurer, répétant à quel point sa fille lui manquait. Elena était restée figée, incapable de dire un mot. Le superviseur a noté son malaise, mais n'a rien relevé d'anormal. Après chaque appel, Elena s'enfermait dans la salle de bain pour pleurer, elle ne mangeait presque plus, se contentant de tripoter son assiette, et des cernes sont vite apparues sous ses yeux à force de cauchemars. Mais légalement, on n'avait pas le choix. Si on refusait, c'était l'outrage au tribunal. Frank profitait de chaque conversation pour grappiller des informations. Il posait des questions à peine déguisées sur la journée d'Elena, ses amis, ce qu'elle faisait. Elle essayait de ne pas trop en dire, mais il savait s'y prendre. Il jouait la carte de la culpabilité, pleurait parce qu'elle ne se confiait pas, se disait exclue de sa vie. Les soutiens de Frank prenaient ses appels comme la preuve d'un père brisé, cherchant à renouer avec sa fille, persuadé qu'on la montait contre lui. Certains se sont mis à nous harceler directement, nous inondant de lettres sur l'importance du lien père-fille. J'ai commencé à tout consigner, chaque incident, chaque voiture suspecte, chaque appel reçu et raccroché. Je tenais des registres détaillés, avec heure, date, description. Oncle Carlos m'a aidé à monter tout ça dans un dossier complet pour l'avocat de maman. Mais Frank avait toujours un coup d'avance. Il avait étudié le droit en prison, savait précisément ce qu'il pouvait faire ou pas. Chaque geste était pensé pour nous déstabiliser, toujours à la limite de la légalité. La fameuse femme qui rôdait autour de chez nous a même fini par signaler une prétendue négligence aux services sociaux, alors qu'elle n'avait aucune légitimité. Résultat, enquête obligatoire. Cette fois, une vraie assistante sociale est venue chez nous, a interrogé Elena. L'enquête n'a rien donné, mais la procédure a été éprouvante. Elena a dû se justifier sur tout. Sa vie à la maison, sa relation avec maman et moi, sa sécurité, ses peurs. Le système censé la protéger se retournait contre nous. Maman a commencé à craquer, elle pleurait parfois sans raison pendant le repas, s'excusait sans cesse auprès d'Elena, se reprochait d'avoir laissé Frank revenir dans nos vies. J'essayais de tout porter sur mes épaules, mais j'avais 16 ans à peine. Le poids de la famille me broyait. Les appels de Frank devenaient de plus en plus insidieux. Il racontait à Elena l'histoire de filles qui adoraient leur père, lui répétait que sa vie était vide sans elle, lui peignait un avenir radieux pour le jour où il aurait prouvé qu'il avait changé. Le superviseur voyait bien la détresse d'Elena, mais selon lui, Frank ne transgressait aucune règle à proprement parler. Il ne proférait aucune menace, ne tenait aucun propos déplacé. Il se contentait de jouer au père accablé. Sa manipulation était si subtile qu'elle passait sous les radars, trop insidieuse pour justifier une intervention officielle. Nous avons tenté d'obtenir un autre superviseur, espérant qu'un nouvel interlocuteur percevrait enfin ce qui se tramait. Mais la justice était saturée, et les surveillants étaient désignés au hasard, si bien qu'aucun ne saisissait l'ampleur du problème. Peu à peu, Elena s'est mise à faire des crises d'angoisse avant chaque appel. Elle haletait, tremblait, suppliait qu'on l'épargne. Mais rater un appel aurait été un manquement à l'ordonnance du tribunal.
Il arrivait que maman doive la retenir pendant que je composais le numéro. Franck, de son côté, a déposé une nouvelle requête en assurant que tout se passait bien et en réclamant désormais des appels en visioconférence, arguant, par le biais de son avocat, que c'était essentiel pour retisser des liens avec sa fille. Il produisait des attestations certifiant son assiduité à tous les programmes de réinsertion en prison, présentés comme une preuve irréfutable de sa bonne foi. Notre avocate, elle, brandissait le dossier médical d'Elena, qui attestait de son anxiété croissante et de sa perte de poids depuis le début des appels. Mais les conseils de Franck accusaient notre influence néfaste, prétendant que ces troubles venaient de nous et non des échanges avec son père. Il nous accusait ouvertement de saboter toute tentative de rapprochement. Finalement, le juge a tranché. Un appel vidéo par mois serait ajouté aux appels vocaux pour que Franck voie le visage d'Elena et constate combien elle avait grandi. Rien qu'à cette idée, Elena en était malade. J'ai épluché toutes les options juridiques. Partir vivre ailleurs? Impossible sans l'accord du tribunal, que Franck pouvait bloquer. Obtenir une ordonnance d'éloignement? Inenvisageable sans preuve concrète de menace ou de violence. Le système censé protéger Elena l'abandonnait. Le premier appel vidéo s'est tenu au tribunal, sous surveillance stricte. Elena avait mis la tenue la plus enfantine possible, dans l'espoir absurde qu'il s'en lasse. Mais dès qu'il l'a vue à l'écran, Franck a fondu en larmes de joie, passant l'appel à se remémorer son enfance, les biberons, les nuits blanches à la bercer. Elena, tétanisée, hochait la tête mécaniquement quand le superviseur l'y encourageait. Franck, lui, semblait hermétique à son malaise, perdu dans ses souvenirs. Sitôt l'appel terminé, Elena a couru vomir dans les toilettes du tribunal. Elle n'avait rien pu avaler le matin, elle n'a rendu que de la bile. Je lui tenais les cheveux tandis qu'elle sanglotait, lui promettant qu'on trouverait un moyen de la sortir de là. Mais Franck restait irréprochable lors des appels surveillés. Il respectait toutes les consignes, ne disait jamais rien d'inacceptable, se contentant de partager souvenirs et émotions. Les superviseurs ne voyaient aucun père aimant, alors que nous connaissions le prédateur. Autour de lui, ses soutiens se faisaient plus pressants. Campagne de lettres au juge, ouverture d'une page sur les réseaux sociaux pour défendre la cause des pères, diffusion de l'histoire de Franck comme exemple d'aliénation parentale. Nos identités n'étaient pas publiques, mais Elena vivait dans la peur d'être démasquée. Maman a fini par engager un détective privé pour enquêter sur les activités de Franck en prison. Il nous fallait des preuves concrètes de sa manipulation, des éléments sur le réseau qu'il avait tissé. Mais Franck avait pris toutes ses précautions, passant par des intermédiaires, gardant ses communications directes irréprochables. L'enquêteur a décelé des liens entre Franck et une assistante sociale discréditée, a remonté la trace de virements suspects, mais rien ne permettait formellement d'établir que Franck en était l'instigateur. Tout était verrouillé. Les communications de la prison étaient surveillées. Il ne laissait rien filtrer. La meilleure amie d'Elena a déménagé du jour au lendemain. Ses parents n'en pouvaient plus de l'ambiance délétère autour de notre famille. Elena a perdu un des derniers vestiges de sa vie d'avant, une victime de plus de la campagne de Franck. Je me suis mis à veiller la nuit, à éplucher le droit de la famille, espérant découvrir une faille, une parade légale pour protéger Elena. Mais chaque piste débouchait sur la même impasse. Sans preuve de préjudice direct, Franck conservait tous ses droits parentaux. Maman a même envisagé des solutions extrêmes, chercher des pays sans traité d'extradition, calculer ce qu'il nous faudrait pour disparaître. Mais fuir ferait de nous des hors-la-loi, et Elena méritait mieux qu'une vie en cavale. Les appels continuaient, rongeant peu à peu Elena. Franck pleurait au téléphone en évoquant les anniversaires ratés, décrivait les cadeaux qu'il aurait voulu offrir, promettait des retrouvailles merveilleuses à sa sortie. Il se posait en victime, présentant Elena comme son dernier espoir. J'ai commencé à repérer un schéma dans les agissements de ses soutiens. Ils semblaient tout savoir de notre quotidien, nos horaires, les activités d'Elena, les absences de maman. Il y avait forcément une taupe, mais impossible de savoir qui. Jusqu'au jour où j'ai découvert que le téléphone de maman avait été cloné. Chaque message, chaque appel, chaque rendez-vous était épié. L'enquêteur est remonté jusqu'au labo informatique de la prison où Franck avait accès à la bibliothèque. Il surveillait nos moindres faits et gestes via le portable de maman. Nous avons changé de téléphone, renforcé la sécurité, mais le mal était fait. Franck connaissait notre stratégie, nos finances, chaque détail intime de notre vie. Il jouait aux échecs, pendant que nous jouions aux dames, toujours 3 coups d'avance. L'audience pour la garde approchait, menaçante comme un orage à l'horizon. L'avocat de Franck multipliait les requêtes, chacune demandant des réponses qui coûtaient cher. Ils exigeaient des témoins de moralité, des expertises psychologiques, des évaluations à domicile, autant de démarches qui grugeaient notre énergie et nos ressources. Maman faisait des heures supplémentaires pour régler les honoraires, me confiant la garde d'Elena chaque soir. Je l'aidais à faire ses devoirs, préparer les repas, tenter de préserver une routine, mais comment prétendre à une vie normale alors que son père tirait toutes les ficelles depuis sa cellule? À chaque appel, Franck allait plus loin dans la manipulation. Il évoquait des détails qu'il ne pouvait connaître que s'il avait quelqu'un à l'affût. Les fleurs plantées par maman, la couleur du sac à dos d'Elena. Le message était clair. Il avait des yeux partout. Le superviseur a balayé nos inquiétudes d'un revers de main, expliquant que Franck voulait seulement s'informer sur la vie d'Elena, rien de plus. Selon lui, quasiment tous les parents incarcérés posaient ce genre de questions. Alors tant qu'il n'y avait pas de menace explicite, on considérait cela comme une simple conversation. Malgré tout, j'ai commencé à changer d'itinéraire chaque matin pour accompagner Elena à l'école, parfois en faisant des détours absurdes, parfois même des demi-tours, tant j'étais sur le qui-vive. L'assistante sociale, pourtant discréditée, surgissait encore de temps en temps, mais de façon totalement imprévisible. On avait l'impression de vivre en clandestinité dans notre propre ville. Franck, lui, a réclamé les dossiers scolaires d'Elena pour alimenter son dossier juridique. L'école n'a pas eu d'autre choix que de s'exécuter à cause de l'ordonnance du tribunal. Il a obtenu chaque bulletin, chaque remarque d'enseignant,
chaque incident relevé. Il utilisait nos propres documents pour monter son dossier contre nous. Son avocat prétendait que la baisse des notes d'Elena montrait qu'elle avait besoin d'avoir son père dans sa vie. Il détournait chaque élément pour servir leur version. L'anxiété d'Elena devenait la preuve que je n'étais pas une bonne mère, et sa solitude démontrait, soi-disant, qu'on l'étouffait. Le juge a fini par imposer des séances de thérapie familiale à distance. On devait se connecter en visioconférence, un thérapeute chargé de surveiller les échanges entre Frank et Elena, censé les aider à renouer. Elena me suppliait d'y échapper, mais refuser aurait été considéré comme un manquement à la décision du tribunal. La première séance a été terrible. Frank prenait toute la place, il parlait de ses ressentis et de ses désirs, tandis qu'Elena se murait dans le silence. Le thérapeute, fidèle à sa méthode, poussait Elena à exprimer ce qu'elle ressentait envers son père. Voir Frank s'effondrer en larmes parce que sa fille lui manquait alors qu'Elena restait immobile, c'était comme regarder quelqu'un jouer d'un violon dont les cordes sont toutes cassées. Le superviseur a signalé un certain malaise, mais aucun comportement jugé inquiétant. Autant dire que c'est comme affirmer que le Titanic a juste eu un petit souci avec la glace. Quand Elena a enfin pris la parole, elle a choisi ses mots avec une infinie prudence. Elle disait regretter le père qu'elle avait imaginé avant son retour, celui qui aurait respecté son âge, ses goûts. Frank a tout de suite récupéré ça en assurant qu'elle lui manquait, pleurant qu'il voulait justement être ce père-là. Après 3 séances, le thérapeute a recommandé de poursuivre les contacts, en les intensifiant progressivement. Pour eux, les émotions de Frank prouvaient son envie sincère de reconstruire des liens, et non une quelconque manipulation. Quant aux objections mesurées d'Elena, elles étaient interprétées comme de simples peurs à dépasser. Notre avocat a pourtant présenté les messages envoyés par Frank depuis la prison, l'existence de son réseau de soutien, le harcèlement dont nous avions été victimes. Mais faute de preuves directes reliant Frank à des incidents concrets, le juge a balayé tout ça d'un revers de main, évoquant de simples malheureuses coïncidences. L'audience pour sa libération conditionnelle était prévue dans 6 mois. Avec sa bonne conduite et tous les programmes auxquels il participait, il avait de grandes chances d'être libéré plus tôt. Rien que l'idée de le savoir dehors, avec un droit de visite imposé auprès d'Elena, m'empêchait de dormir la nuit. Maman a fini par rompre le silence sur le passé de Frank. Elle a avoué des faits qu'elle n'avait jamais osé signaler avant sa condamnation. Des moments où il se montrait trop affectueux avec la petite Elena, ou encore ces fois où elle l'avait surpris dans sa chambre à des heures bizarres, juste à la regarder dormir. Mais sans preuve écrite, ces confidences ont été rejetées comme des tentatives désespérées d'écarter un père de sa fille. L'avocat de Frank a même soutenu que maman inventait ses souvenirs pour faire pencher la balance en notre faveur. Le juge l'a menacé de sanctions si elle continuait à avancer des accusations sans éléments solides. L'anniversaire des 12 ans d'Elena approchait. Frank en faisait une obsession lors de chaque appel, répétant à l'envi qu'il avait déjà manqué trop d'anniversaires. Il avait envoyé des cadeaux par l'intermédiaire de ses soutiens, toujours des jouets inadaptés, qui restaient intouchés au fond du garage. J'ai organisé une petite fête en famille pour qu'Elena ait, malgré tout, une journée normale. Mais l'influence de Frank empoisonnait tout, jusque dans ce moment-là. Il avait réussi à convaincre plusieurs proches que nous étions cruels, que nous l'empêchions de vivre sa paternité. L'anniversaire s'est déroulé dans une ambiance pesante, entre sourires forcés et tensions palpables. Elena a soufflé ses bougies sur un gâteau qu'elle n'a même pas goûté, ouvert des cadeaux qui ne lui faisaient pas plaisir, puis accepté les appels de proches, lui demandant de pardonner à son père. Frank en a aussitôt fait un argument devant le tribunal. Son avocat a affirmé qu'on l'avait exclu volontairement d'un moment important, et ils ont réclamé des appels supplémentaires, du temps de rattrapage. Le juge leur a donné raison. Elena allait devoir supporter encore plus de contacts, comme si on nous punissait d'avoir voulu lui offrir un anniversaire tranquille. À chaque tentative pour la protéger, on se retrouvait piégé par la logique absurde du système. Petit à petit, la santé de maman s'est détériorée. Le stress se traduisait par des migraines, des insomnies, des douleurs à l'estomac. Elle manquait le travail à cause de ses rendez-vous médicaux, ce qui empirait encore nos difficultés financières. J'ai envisagé d'arrêter l'école pour travailler à temps plein et contribuer aux frais juridiques. Mais maman n'a rien voulu entendre. Elle voulait absolument que j'obtienne mon diplôme, après tous les sacrifices qu'elle avait faits pour mon avenir. Nos disputes fréquentes à ce sujet ne faisaient que rajouter à la tension à la maison. Puis Frank a imaginé un nouveau stratagème, d'une cruauté sans nom. Il a déposé une plainte, cette fois auprès de la prison, accusant maman de lui refuser le droit de prier avec Elena, enfreignant ainsi ses droits religieux. Du jour au lendemain, il s'est découvert une foi profonde, s'inscrivant à toutes les activités religieuses disponibles en détention. L'aumônier de la prison a soutenu sa demande, rédigeant des lettres sur la supposée transformation spirituelle de Frank. On y décrivait un homme en quête de rédemption, bien décidé à partager sa foi nouvelle avec sa fille. Ce discours séduisait tous ceux qui ignoraient notre histoire. Un juge a fini par ajouter à nos obligations des séances de conseils religieux. Elena devait participer à des appels vidéo avec Frank et l'aumônier, censés parler de spiritualité et de pardon, tous les dimanches matins, gâchant notre seule matinée de répit. Pendant ces séances, Frank jouait la carte de la contrition, versant des larmes sur ses fautes et suppliant Elena de lui pardonner. L'aumônier, animé de bonnes intentions mais terriblement naïf, encourageait Elena à accorder son pardon. Personne ne voyait la manipulation derrière le numéro de Frank. Lors d'une séance, Elena a tenté d'expliquer sa peur, mais Frank s'est effondré aussitôt, se couvrant la tête de cendres d'un air théâtral, tout en insinuant subtilement qu'Elena manquait de compassion.
L'aumônier l'a réconfortée, renforçant involontairement l'idée qu'Elena était coupable de faire souffrir son père. Et moi, je voyais ma petite sœur disparaître peu à peu. La fille vive et pleine d'assurance avait disparu, laissant place à une ombre qui murmurait et sursautait au moindre bruit. Franck effaçait son enfance, comme s'il l'avait enfermée à jamais dans ce lit de bébé. Les frais d'avocat nous étouffaient. Maman a vendu sa voiture et prenait désormais le bus pour aller travailler. Le soir, c'était presque toujours riz et haricots. On faisait attention aux moindres sous. Tout partait dans les honoraires. Oncle Carlos aidait quand il le pouvait, mais il avait déjà sa propre famille à charge. Franck était parfaitement au courant de toutes nos difficultés grâce à ses contacts. De temps à autre, ses partisans glissaient des enveloppes pleines de billets dans notre boîte aux lettres, accompagnés de petits mots disant vouloir aider Elena. On ne pouvait pas accepter cet argent sans donner l'impression de cautionner leur version. La date du procès pour la garde a fini par tomber. 3 jours d'audience devaient décider du sort d'Elena. Franck comparaîtrait par visioconférence pour demander davantage de droits de visite. Notre avocate préparait Elena à témoigner, même si rien que l'idée la terrorisait. En préparation, l'avocat de Franck a questionné tout notre entourage. Enseignants, voisins, proches, tout le monde a dû répondre à ces questions sur notre famille. Certains nous soutenaient, mais d'autres étaient sous l'influence de la campagne de Franck. Les dépositions ont montré à quel point son réseau avait infiltré notre vie. Des personnes de confiance reprenaient en son discours sur l'aliénation parentale. De vieux amis décrivirent la prudence de maman comme une pathologie. Le thérapeute d'Elena a été appelé à témoigner. Malgré nos espoirs, il a gardé une position neutre, disant simplement que si Elena montrait des signes d'anxiété, il n'en connaissait pas la cause. Quant aux larmes de Franck lors des entretiens, elles ont été notées comme preuve d'une émotion sincère. J'ai raconté comment j'avais retrouvé Elena recroquevillée dans son lit de bébé, avec ses vêtements d'enfant et ses gobelets, mais l'avocat de Franck m'a présenté comme une sœur jalouse, envieuse de l'attention portée à Elena. Ils ont transformé mon désir de la protéger en possessivité. Le témoignage de maman a été éprouvant. L'avocat de Franck l'a interrogé sur chaque détail, chaque décision prise pendant leur mariage. On a ressorti ses visites à Franck en prison, les photos qu'elle avait partagées, sa compassion se retournant contre elle. Pendant tout ce temps, Franck apparaissait à l'écran, vêtu de sa tenue de détenu, affichant le repentir et la transformation. Il avait maigri, avait vieilli, et savait parfaitement incarner l'homme brisé en quête de rédemption. Parfois, même moi, j'étais tenté d'y croire. Le juge devait rendre sa décision sous 2 semaines. Ces 14 jours ont semblé interminables, chaque matin apportant une angoisse nouvelle. Elena ne mangeait plus, ne dormait plus, ne parlait presque plus. Elle se refermait, se protégeant comme elle pouvait. Pendant ce temps, Franck continuait de nous harceler par l'intermédiaire de ses proches. Des appels anonymes venaient critiquer le travail de maman auprès de son employeur. Le nouvel enseignant d'Elena recevait des lettres alarmistes sur sa situation familiale. La pression ne retombait jamais. J'ai eu 17 ans pendant cette attente. Pas de fête. Juste une journée de plus sous le poids de l'angoisse et de la peur. Mon enfance s'était terminée le jour où Franck était sorti de prison. À présent, tout ce que je voulais, c'était qu'Elena puisse au moins préserver la sienne. Le verdict est tombé un mardi matin. Les mains de maman tremblaient en ouvrant le mail de notre avocate. Le juge avait accordé à Franck des visites en personne, sous surveillance. Une fois par mois, Elena devrait passer 2 heures avec lui dans un centre agréé par le tribunal. Maman s'est effondrée sur une chaise pendant que je lisais la suite. L'avocat de Franck avait réussi à convaincre que les appels vidéo ne suffisaient pas à restaurer le lien. Quand j'ai annoncé la nouvelle à Elena, elle s'est précipitée à la salle de bain. Je l'ai entendue vomir, puis faire couler l'eau. Elle est ressortie 20 minutes plus tard, les yeux rouges, les cheveux mouillés. Maman a essayé de la prendre dans ses bras, mais Elena nous a repoussés et s'est enfermée dans sa chambre. Oncle Carlos est arrivé dans l'heure. Il a lu toute la décision, surlignant les passages importants. Le juge reconnaissait l'anxiété d'Elena, mais l'attribuait à la séparation, pas au comportement de Franck. Ils avaient totalement épousé la thèse de l'aliénation parentale. Notre avocate nous a appelés pour nous dire qu'il n'y avait quasiment aucun recours. On pouvait faire appel, mais la procédure prendrait des mois et avait peu de chances d'aboutir. Les visites commenceraient dans 2 semaines, quoi qu'il arrive. Y manquer mettrait maman en infraction, avec le risque de perdre la garde. Cette nuit-là, j'ai cherché des informations sur le centre de visite. Il se trouvait à 60 km, dans un vieil immeuble de bureaux truffé de caméras. Des superviseurs resteraient en permanence, mais Franck aurait enfin un accès physique à Elena. Elena a arrêté d'aller à l'école. Elle s'habillait, prenait son petit déjeuner, puis s'enfermait dans la salle de bain jusqu'au passage du bus. Maman a dû s'absenter du travail à plusieurs reprises pour rester avec elle. Les avertissements pour absentéisme ont commencé à tomber. Les partisans de Franck jubilaient sur Internet. Ils parlaient de justice, de l'amour d'un père plus fort que tout. Quelqu'un a révélé que les visites concernaient d'autres familles, même s'il n'avait pas encore nos noms. Elena vivait dans la peur d'être identifiée. Maman a tout essayé pour la préparer. Elle lui a acheté des vêtements neufs, a fait des exercices de respiration avec elle, a promis des petites récompenses après les visites. Mais rien à faire. Elena se mettait à trembler dès qu'elle entendait le nom de Franck. L'ordonnance du tribunal avait tout d'une condamnation. J'ai séché les cours pour assister à une réunion avec le principal du collège d'Elena. L'absentéisme devenait critique. S'il continuait, les services sociaux pourraient intervenir et placer Elena ailleurs. Le plan de Franck fonctionnait à merveille, exploitant le système contre nous. Le principal a suggéré l'enseignement à distance comme solution temporaire. Elena pourrait suivre sa scolarité à la maison en attendant que la situation se calme. Ce n'était pas idéal, mais au moins cela nous laissait un peu de répit. J'allais chercher ses devoirs 2 fois par semaine. 3 jours avant la première visite, l'avocat de Franck a déposé une nouvelle requête.
Il voulait que le superviseur reste à l'extérieur de la pièce pour que Frank puisse se retrouver seul à seul avec Elena. La chronologie de toutes ces manœuvres juridiques frôlait la perfection. Il réclamait du temps en tête-à-tête juste avant la première visite. Frank changeait de religion pile quand il lui fallait des témoins de moralité. Je me demandais vraiment qui pouvait bien tirer les ficelles dans ce jeu d'échecs judiciaire. Ils affirmaient que la surveillance continue empêchait toute vraie relation de se recréer. Notre avocate n'a pas tardé à réagir. L'audience en référé était programmée pour le matin même de la visite. Il faudrait comparaître, défendre notre position, puis peut-être filer directement avec Elena voir Frank. Rien, dans cette organisation, ne relevait du hasard. C'était calculé pour nous mettre à bout. Cette nuit-là, Elena m'a demandé de lui couper les cheveux. Elle les voulait courts, sans aucun rapport avec l'image de la petite fille dont Frank gardait le souvenir. J'ai attrapé les ciseaux de couture de maman et, dans la salle de bain, j'ai fait de mon mieux pour égaliser les mèches qui tombaient autour de nous comme une tempête de neige, tandis qu'Elena scrutait son reflet. Le lendemain, maman a fondu en larmes en découvrant la nuque dégagée d'Elena. Mais Elena, elle, paraissait plus apaisée, comme si ce coup de ciseau lui avait rendu un peu de pouvoir sur sa vie. Pour la première fois depuis des jours, elle a avalé son petit déjeuner, même si elle n'a pas réussi à le garder. En arrivant au tribunal, on a trouvé la salle comble. Les amis de Frank occupaient tout un côté, brandissant des pancartes sur les droits des pères. Certains, nous connaissant des audiences précédentes, nous dévisageaient, pointant du doigt, chuchotaient. Oncle Carlos, avec d'autres proches, s'est aussitôt posté devant nous pour nous protéger. Dans la salle d'audience, Frank apparaissait en visioconférence depuis la prison. Sa barbe avait poussé, lui donnant l'air plus âgé, presque attendrissant. Il a eu un soubresaut en apercevant la nouvelle coupe d'Elena, puis il s'est mis à pleurer en évoquant sa petite fille qui grandissait loin de lui. Le juge a écouté les arguments des deux camps. L'avocat de Frank plaidait que la supervision portait atteinte à la relation sacrée entre père et fille. De notre côté, notre avocate insistait sur l'anxiété d'Elena, certifiée par des attestations, et sur le passé de Frank. L'ambiance était irrespirable. Au bout d'une heure, le juge a rendu une décision bancale. La superviseuse resterait dans la pièce, mais à distance, capable d'observer sans entendre les échanges intimes. C'était exactement ce que Frank espérait, le pire compromis possible. On avait 2 heures avant la visite. Elena a vomi 2 fois dans les toilettes du tribunal, maman à ses côtés pour la réconforter. J'ai eu envie de tout laisser tomber, d'embarquer Elena et de disparaître. Mais oncle Carlos m'a rappelé que ce serait donner raison à Frank. Le trajet jusqu'au centre de visite ressemblait à un cortège funèbre. Elena, assise entre maman et moi dans la voiture d'oncle Carlos, nous serrait la main à toutes les deux, ses paumes moites et glacées. Personne n'a décroché un mot sur les 60 kilomètres qui nous séparaient du centre. Le lieu avait des airs de crèche croisés avec une prison, des fresques colorées sur des murs renforcés, des caméras partout. La réceptionniste, imperturbable, nous a inscrits tout en répétant des règles qu'on connaissait par cœur. Frank était déjà là, dans la salle 3. Par la vitre, je l'ai vu disposer soigneusement des livres de coloriage et des jouets sur la table, habillé de vêtements civils validés par la prison, tentant de donner le change du père comme les autres. En voyant son père, Elena s'est figée. Il a presque fallu que maman la soutienne jusqu'à la porte. La superviseuse, visiblement exténuée avec son clipboard à la main, nous a rappelé les 2 heures de visite, sans possibilité d'abréger, sauf urgence. Maman et moi étions exclus de la salle. Il ne restait plus qu'à attendre dans le hall, devant un écran qui retransmettait la scène en plan large. La superviseuse a pris Elena par la main et l'a conduite à l'intérieur. La porte a claqué derrière elle. Sur l'écran, j'ai vu Frank s'illuminer en apercevant Elena. Il a voulu s'approcher, mais la superviseuse lui a signifié de rester à sa place. Elena s'est installée aussi loin que possible, ses genoux repliés contre elle. Frank s'est lancé dans un monologue, désignant les jouets, les livres. Elena était restée immobile. Il a pris une poupée, la faisant danser sur la table, mais Elena a détourné la tête. La superviseuse griffonnait sur son clipboard. Au bout de 20 minutes, Frank pleurait déjà. Il tendait la main vers Elena sans jamais la toucher, et la superviseuse a dû rappeler les règles du contact physique à 2 reprises. Elena n'avait toujours pas prononcé un mot, enfermée dans sa bulle. Dans le hall, maman tournait en rond tandis que je fixais l'écran. Les autres familles allaient et venaient. Certaines l'air soulagées, d'autres presque aussi mal que nous. Une femme a reconnu maman du groupe de soutien à Frank et n'a pas caché son hostilité. Au bout d'1 heure, Frank a fini par convaincre Elena de colorier avec lui. Elle a pris une page avec des fleurs, les a remplies d'une précision mécanique. Frank coloriait un papillon, bavardant sans cesse, même si Elena restait muette. Cette fausse normalité me glaçait le sang. Puis Frank a tenté sa chance. Il a montré son papillon à Elena, s'est penché vers elle et lui a soufflé quelque chose que la superviseuse n'a pas capté. Elena s'est figée. Elle a lâché son crayon et s'est mise à se gratter frénétiquement les bras jusqu'à s'en faire des marques rouges. La superviseuse est intervenue, forçant Frank à reculer, mais le mal était fait. Elena respirait vite, se balançant sur sa chaise. La superviseuse tentait de l'apaiser, tandis que Frank jouait les innocents, jurant qu'il avait seulement complimenté le coloriage. Le reste du temps s'est écoulé au ralenti. Elena s'est complètement renfermée, fixant le mur, pendant que Frank alternait entre les larmes et les tentatives de la faire réagir. La superviseuse paraissait de plus en plus mal à l'aise, mais elle ne pouvait interrompre la visite sans raison valable. Enfin, les 2 heures ont pris fin. La superviseuse a raccompagné Elena, qui s'est effondrée dans les bras de maman. Frank, de l'autre côté de la vitre, nous appelait sans qu'on entende sa voix, le visage tordu de rage lorsque je suis reparti avec Elena. C'est seulement dans la voiture qu'Elena a parlé.
Frank lui avait murmuré qu'elle serait toujours son bébé, qu'il s'en assurerait à sa sortie. La superviseuse n'avait rien perçu. Ce n'était pas une menace franche, mais cette promesse avait suffi à déclencher chez Elena l'envie de s'écorcher la peau. À la maison, maman a pris en photo les griffures d'Elena et a consigné son état dans un carnet. Notre avocate a suggéré que ça pourrait servir à revoir les modalités des prochaines visites, sans pour autant les faire annuler. Frank avait été trop rusé, trop prudent. Ce murmure resterait sa parole contre celle d'Elena. Cette nuit-là, j'ai retrouvé Elena dans la salle de bain, les ciseaux de couture de maman à la main. Elle n'essayait pas de se faire du mal, elle voulait juste couper encore plus court les quelques mèches qui lui restaient. Elle tenait à ne plus ressembler du tout au bébé dont Frank gardait le souvenir. Je l'ai aidée, comprenant ce besoin urgent de reprendre le contrôle. Le lendemain matin, les attaques ont recommencé. Quelqu'un avait publié des photos de notre arrivée au centre de visite sur la page de soutien à Frank. Nos visages étaient floutés, mais ceux qui nous connaissaient nous reconnaissaient très bien. Les commentaires accusaient maman d'être un monstre, de priver Frank de sa fille. Elena a refusé de s'alimenter pendant 3 jours. Maman a dû négocier chaque gorgée d'eau, chaque bouchée de pain grillé. Le médecin a prescrit des anxiolytiques. Mais Elena ne voulait pas de comprimés susceptibles de l'empêcher de rester sur ses gardes. Elle voulait être prête à toute éventualité. L'avocat de Frank a déposé un rapport vantant le succès de la visite. Leur argument principal, Elena avait colorié avec Frank. Signe selon eux que leur lien se réparait. Les griffures étaient de minimiser, expliquées comme de simples tics nerveux. Ils réclamaient plus de visites, peut-être 2 fois par mois. J'ai commencé à dormir par terre dans la chambre d'Elena. Elle se réveillait en hurlant, persuadée dans ses cauchemars que Frank allait l'emmener de force, qu'on la forcerait à remettre des vêtements de bébé. Je la serrai contre moi jusqu'à ce que ses tremblements cessent, lui promettant que je ne laisserai jamais Frank l'approcher à nouveau. Maman a pris un congé pour s'occuper d'Elena. Son patron se montrait compréhensif, mais il ne pourrait pas préserver son poste indéfiniment. Les factures continuaient de s'accumuler alors que les revenus s'arrêtaient. Oncle Carlos a payé l'électricité, mais la fierté empêchait maman d'accepter davantage d'aide. 2 semaines plus tard, nous avons reçu un courrier. L'audience de libération conditionnelle de Frank était avancée. Bonne conduite et suivi du programme lui donnait droit à une libération anticipée. Il pouvait sortir sous 3 mois, avec un droit de visite imposé pour voir Elena. Cette nouvelle a brisé quelque chose chez maman. Elle a appelé notre avocate, prête à abandonner ses droits parentaux si cela pouvait protéger Elena, mais cela n'aurait fait que renforcer la position de Frank. Le système privilégiait la réunification familiale, sans se soucier des enfants pris dans ses jeux juridiques. Elena a surpris une conversation de maman et a pris sa décision. Elle s'est remise à manger, à prendre ses anxiolytiques, à faire ses devoirs. Ce n'était pas un retour à la normale. Elle se préparait à livrer bataille, puisait de la force pour affronter l'épreuve qui l'attendait. Je l'ai aidée à chercher des vidéos d'autodéfense sur Internet, on s'entraînait dans le garage, à repérer les points sensibles et à maîtriser les gestes pour se défendre. La superviseuse n'aurait jamais laissé Frank la toucher, mais Elena avait besoin de savoir qu'elle pouvait se défendre. Garder la maîtrise de son corps, c'était tout ce qui lui restait. Lors du prochain appel, Frank a changé de ton. Il a parlé calmement de sa libération prochaine, de son intention de s'installer près de chez nous, de demander des visites sans surveillance. Il savait très bien qu'on écoutait, et il dessinait pour Elena un futur qui rendait ses médicaments impuissants contre la panique. Notre avocate enchaînait les requêtes pour essayer de limiter les conditions de sa libération, mais chaque démarche coûtait cher. Argent que nous n'avions plus. Maman a tout vendu, jusqu'à son alliance. Personne n'a manqué l'ironie de devoir sacrifier le symbole de son mariage pour protéger Elena de Frank. La 2e visite est arrivée bien trop vite. Elena s'est habillée en multipliant les couches de vêtements malgré la chaleur, comme une armure contre le regard de Frank. Elle avait glissé des épingles à nourrice dans ses poches, des petits objets pointus qui la rassuraient. Le trajet a paru encore plus court, tant l'angoisse nous oppressait. Frank lui aussi avait soigné sa présentation. Il s'était coiffé comme autrefois et portait un parfum qui rappelait celui de l'époque. Il voulait réveiller chez Elena les souvenirs d'avant, ceux de la toute petite fille qui aimait son père sans savoir qui il était vraiment. Mais cette fois, Elena n'est pas restée figée. Elle a traversé la pièce et s'est assise en face de Frank, sans baisser les yeux. Quand il lui a tendu des jouets, elle les a repoussés. Quand il a voulu colorier, elle a pris les crayons et les a cassés un par un. La superviseuse l'a rappelé à l'ordre à propos de son comportement. Frank s'est fait passer pour la victime, pleurant face à la colère de sa fille. Mais Elena continuait, brisant chaque crayon méthodiquement, sans lâcher son regard. Elle lui montrait qu'elle n'était plus son bébé. Le masque de Frank a vacillé, laissant voir un instant sa colère, avant qu'il ne recompose son visage triste de père malheureux. Mais Elena avait tout vu. Elle a esquissé un sourire, le premier depuis des semaines. Elle avait compris sa faiblesse, ce besoin qu'elle fasse semblant. La suite de la visite n'a été qu'un bras de fer silencieux. Frank a tenté toutes ses vieilles ficelles, a cherché à la provoquer. Mais Elena a résisté, devenant tout ce qu'il détestait. Une préadolescente forte, en colère, lucide sur son jeu. La façon dont elle cassait chaque crayon en fixant Frank était saisissante. Je me demande si elle avait planifié tout ça ou si c'était instinctif. La superviseuse avait perçu la tension, mais elle ne pouvait pas intervenir sans motif. Quand Frank a recommencé à chuchoter, Elena était prête. Elle a répété ses mots tout haut, distinctement, pour que la superviseuse entende. Frank a tenté de faire croire qu'elle inventait, mais le doute s'est installé dans le regard de la superviseuse. Elena avait compris comment se défendre avec les règles du système. Après cette visite, quelque chose avait changé. Elena faisait toujours des cauchemars, luttait encore contre l'angoisse, mais elle puisait désormais une forme de force dans sa résistance. Elle recommençait à manger correctement, à faire ses devoirs, même à discuter en visio avec son ami parti loin. Maman aussi a perçu le changement.
Elle a arrêté de pleurer tout le temps, a appris à se battre autrement. On n'avait plus les moyens de payer notre avocate, alors maman s'est formée pour déposer les requêtes seule. Oncle Carlos l'a aidé pour la partie juridique. On est devenus nos propres défenseurs. L'audience de libération conditionnelle de Frank était prévue le mois suivant. Ses soutiens comptaient bien remplir la salle, mais nous pouvions, nous aussi, compter sur la famille et des amis qui connaissaient la vérité. Les camps étaient formés pour l'affrontement final. Et c'est là qu'Elena a surpris tout le monde. Elle voulait prendre la parole à l'audience de Frank, pas pour le soutenir, mais pour raconter au comité exactement ce qu'il lui avait fait. Maman avait voulu lui épargner ce poids, mais Elena a insisté. C'était à elle de raconter son histoire. On a passé des semaines à préparer sa déclaration. Elle a écrit, réécrit, cherché les mots pour des choses qui ne devraient même pas être dites. Elle s'est entraînée devant le miroir, prenant un peu plus d'assurance à chaque fois. La petite fille d'avant avait disparu, il ne restait qu'une survivante. Le jour de l'audience est arrivé, un jeudi glacial. Elena avait choisi sa tenue avec soin, un jean et un t-shirt où on lisait « Pas ton bébé ». Maman aurait préféré qu'elle porte quelque chose de plus classique, mais Elena avait besoin d'une armure à son image. La salle était pleine, comme on s'y attendait. Les proches de Frank occupaient la moitié de la salle, exhibant des photos de lui et d'Elena quand elle était bébé. De notre côté, il y avait oncle Carlos, de la famille, l'institutrice d'Elena, même des parents qui avaient appris la vérité. Les camps étaient clairement définis. Frank, cette fois, était là en personne, menotté, affichant un air de repenti. Il avait pris du poids, semblait en meilleure santé, plus stable. Son avocat a présenté tous les papiers possibles. Certificat, lettre de soutien, preuve de sa transformation. Sur le papier, il cochait toutes les cases pour une libération anticipée. Puis, c'est Elena qui a pris la parole. Elle s'est avancée d'un pas ferme jusqu'à la barre. Sa voix tremblait un peu au début, puis elle s'est affirmée au fil de son récit. Elle a parlé du lit d'enfant, des vêtements, des menaces soufflées à voix basse. Elle a sorti de sa poche des épingles à nourrice et expliqué pourquoi elle avait besoin d'objets pointus pour se sentir à l'abri. Frank a essayé d'intervenir, pleurnichant sur des malentendus, mais Elena ne s'est pas laissée déstabiliser. Elle a montré des photos de ses bras écorchés, lu des passages de son journal, raconté comment il avait retourné le système contre elle. Un silence total a envahi la salle, sa voix était la seule à résonner. Quand elle a eu fini, Frank a tenté une dernière fois de plaider sa cause. Il a fondu en larmes, expliquant qu'il voulait juste aimer sa fille, qu'il avait changé. Certains membres du comité semblaient touchés. Le verdict était attendu dans la semaine. Tout se jouait là. De retour à la maison, il n'y avait plus qu'à attendre. Elena a repris l'école à mi-temps, tentant de retrouver une routine normale. Maman s'est remise au travail et moi, j'ai rattrapé mes devoirs en retard. On a fait semblant de croire que la vie pouvait reprendre comme si de rien n'était, mais au fond, personne n'y croyait. L'appel est tombé un mardi après-midi. La libération conditionnelle de Frank était refusée. Le comité a retenu le témoignage d'Elena et ses inquiétudes sur l'obsession de Frank. Il resterait au moins 2 ans de plus avant une nouvelle audience. Ce n'était pas la sécurité absolue, mais on avait gagné un peu de temps. Les partisans de Frank se sont déchaînés sur Internet, criant à l'injustice. Certains ont menacé de porter plainte. Mais sans Frank pour les rallier, leur groupe s'est vite désagrégé. L'assistante sociale compromise a disparu du jour au lendemain. Le harcèlement s'est peu à peu dissipé. On avait gagné une bataille, même si la guerre était loin d'être finie. Maman a tout de suite demandé le divorce, décidée à couper le dernier lien. Frank s'est débattu depuis sa cellule, mais sans argent ni soutien, il n'a pas tenu longtemps. Les papiers ont été réglés en quelques mois. Maman a repris son nom d'avant. Elena a commencé une vraie thérapie, cette fois avec quelqu'un qui comprenait ce qu'elle avait vécu. Pas des séances imposées pour forcer une réconciliation, mais une aide sincère. Elle a appris à se reconstruire, à retrouver qui elle était. Les progrès étaient lents, mais bien là. J'ai eu mon bac, avec Elena dans le public, la première à m'applaudir. L'université approchait, mais j'avais choisi une fac près de la maison. Elena avait encore besoin de moi, et moi, j'avais besoin de la voir continuer à avancer. Après tout ce qu'on avait traversé, rien n'était plus important que la famille. 1 an plus tard, Elena a participé au spectacle de l'école. Elle a repris la même chanson que lors de son premier concert, mais avec une assurance nouvelle. Sa voix a rempli la salle, claire, forte. Maman et moi, on a pleuré, mais ces larmes-là, c'était des larmes de fierté. Parfois, Frank envoyait des lettres par l'intermédiaire des avocats. On ne les a jamais ouvertes. Elena s'est dit qu'elle les lirait à ses 18 ans, si elle en avait envie. Pour l'instant, elle restait dans une boîte, au fond du placard, incapable de l'atteindre. Après le spectacle, on a fêté ça à la maison, juste nous. C'est ce qu'Elena voulait. En la regardant rire avec nos cousins, je voyais parfois celle qu'elle aurait pu être, sans l'ombre de Frank. Mais surtout, je voyais ce qu'elle était devenue, plus forte que nous tous, une vraie battante qui refusait qu'on la réduise à une victime. Pendant qu'on mangeait le gâteau, maman m'a pris à part pour me remercier d'avoir protégé Elena quand elle ne le pouvait pas. Mais la vérité, c'est qu'Elena s'est sauvée toute seule. On lui a juste laissé l'espace dont elle avait besoin pour trouver sa force. Et finalement, c'était ça l'essentiel. Merci de m'avoir laissé être cette petite voix dans votre tête, le temps d'un moment. J'espère ne pas avoir été trop lourd. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez lire d'autres histoires comme celle-ci.